Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier podcast de l'année 2020. Déjà, nous vous souhaitons évidemment une très bonne, belle, excellente année. Certains, on ne va pas lancer un débat dans les premières secondes du podcast, mais une nouvelle décade pour certains, pas tout à fait nouvelle décade pour d'autres. Bref, on est heureux de vous retrouver et de réenchaîner cette nouvelle année avec vous. Et on vous souhaite nos meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur, de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Et effectivement, on est très heureux d'aborder 2020 à vos côtés et de pouvoir continuer à vous partager un certain nombre de choses de nos vies et de nos découvertes au cours de cette année. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous en 2020. Voilà, et on vous remercie puisque 2019, c'était l'année du décollage de ce podcast. Et on espère que 2020 nous permettra de continuer à faire grandir ce podcast à vos côtés et aussi avec vos retours pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou qu'on explore dans les prochains épisodes. Et comme toujours, vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes Spotify, iTunes, Podbean, YouTube. Oui, c'est pas YouPorn. Et pas vous encore. pouvez nous envoyer vos messages sur Twitter, @vie de couple avec un 2 et vie de couple toujours avec un 2 @gmail.com. On commence ce nouvel épisode qui s'appelle Bonne résolution. Bonne ou mauvaise résolution. Ah, bonne ou mauvaise Voilà, vous résolution. savez, on se creuse toujours la tête pour vous trouver un titre aux petits oignons, souvent un peu capillotracté, toujours avec un peu de rapport avec ce qu'on dit quand même dedans. Et donc cette année, pour ce premier podcast de l'année, nous sommes sur les bonnes et les mauvaises résolutions. Alors, on commence ce podcast comme toujours par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, on voudrait aborder deux thèmes. On voudrait aborder les incendies en Australie et la situation avec l'Iran et les États-Unis. Alors oui, premier thème brûlant, si j'ose m'exprimer ainsi, brûlant mais dramatique, les incendies en Australie qui aujourd'hui couvrent une surface de 5,4 millions de kilomètres carrés. C'est des incendies qui vont commencer au mois de septembre. C'est pas inhabituel, de même qu'on a les incendies en France, d'avoir des incendies en Australie à cette période de l'année, encore qu'ils aient commencé tôt par rapport à d'habitude. Mais là, ils se sont énormément étendus et surtout, ils sont devenus incontrôlables. Les pertes humaines sont importantes puisque 15 personnes sont décédées. Et plusieurs dizaines sont portées disparues. On a vu passer pas mal de photos dramatiques ces derniers jours, de vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez vu ou entendu parler de cette vidéo du petit koala tout mignon qui vient boire à la gourde d'une cycliste au bord de la route. Ça paraît très mignon, mais en réalité c'est absolument catastrophique puisque le koala en lui-même n'est pas un animal hyper sociable avec l'homme, et s'il se sent obligé de s'approcher d'un groupe comme ça pour essayer de trouver de l'eau, c'est qu'ils sont dans une situation extrêmement précaire. On parle de plus de 500 millions d'animaux, de gros et petits animaux qui ont été tués dans ces incendies. Et on parle aussi des dizaines et des dizaines de centaines de maisons même qui ont été détruites dans l'incendie. Donc les pertes humaines, animales et végétales sont extrêmement importantes. Le fait que les incendies sont hors de contrôle, qu'on n'attend pas pour l'instant de pluie dans les prochains jours, rajoute au désastre. On parlera peut-être un peu rapidement. Donc le gouvernement a mis un peu de temps à réagir. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, qui est un Premier ministre plutôt à tendance populiste et puis surtout anti-écologiste. Je sais pas si ça se dit, climato-sceptique. En tout cas, a mis plusieurs jours avant de décourter ses vacances à Hawaï au mois de décembre pour se rendre quand les incendies sont vraiment devenus complètement hors de contrôle, donc se rendre sur la zone. Il a aujourd'hui été relativement mal reçu, aujourd'hui encore, sur une zone d'intervention. Le gouvernement australien a quand même pris tardivement, puisque les incendies ont commencé quand même en septembre et qu'ils sont incontrôlables, certains sont incontrôlables depuis le mois de novembre,
la décision d'envoyer 4000 réservistes, ce qui n'est jamais arrivé de l'armée, ce qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Australie jusqu'à maintenant, de les mobiliser pour quelque chose d'autre qu'une guerre. Et puis, on espère, en tout cas, on pense beaucoup à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin. On a une cousine de Max qui habite en Australie et qui nous écrit, donc ça n'a pas une valeur évidemment d'article de presse, mais ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe un peu là-bas. Que la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria sont complètement recouverts par des nuages de cendres. Aujourd'hui, que l'île des Kangourous, qui est une île un peu refuge pour ces sympathiques bestioles au sud de l'Australie, à 2 heures au sud d'Adélaïde, est en proie aux flammes et la moitié de l'île est déjà carbonisée. On a vu des photos passer d'animaux bloqués par des clôtures et carbonisés sur place. Ça fait un peu réfléchir aussi. Alors évidemment, tout n'est pas la conséquence de la main de l'homme, mais le réchauffement et le fait que l'Australie connaît des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds n'est pas complètement, n'appartient a priori pas au cycle naturel de la nature. Elle nous écrit que il reste sur le qui-vive, tout est sec et on est tellement sec et on prie pour que la pluie donne un peu de répit aux pompiers, mais l'été ne fait malheureusement que commencer. Et comme c'est l'été, il y a beaucoup de touristes dans la région. Et on a vu des évacuations assez spectaculaires, puisque un certain nombre de touristes ont été même évacués, et pas que les touristes d'ailleurs, aussi des résidents, ont été évacués sur un navire de la marine australienne, et énormément de maisons aussi détruites. Donc voilà, c'est une situation tout à fait dramatique, et même si tu le disais, Guillaume, tout n'est pas le fait du changement climatique. Il faut quand même aussi avoir conscience que nous, les humains, voilà, on a une responsabilité dans ces catastrophes naturelles et dans le changement climatique qui affecte voilà, l'ensemble du globe. Le deuxième sujet d'actu dont on voulait vous parler, c'est une actualité saignante, si j'ose l'humour un petit peu jaune. C'est noir, je crois qu'on peut le dire. C'est la mort du général Qassem Soleimani, qui est un militaire de haut rang de la République d'Iran, et qui a été tué sur ordre de Donald Trump par une frappe ciblée des États-Unis à proximité de l'aéroport de Bagdad, vendredi 3 janvier. Alors c'est un assassinat qui a fait grand bruit, puisque il s'agit comme je l'ai dit, d'une personnalité de haut rang, puisqu'il était le chef de la force Code des gardiens de la Révolution, chargé des opérations extérieures de la République islamique, et qui était un personnage clé pour tout ce qui se passait dans la région, et notamment pour la formation du gouvernement irakien depuis 2018. Donc cette situation qui a élevé la tension de manière dramatique entre les États-Unis et l'Iran, et en fait est l'apogée d'une évolution des tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui en fait tire sa source dans la rupture qu'a constitué le retrait des États-Unis sur la décision de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de 2015, qui avait été signé sous Barack Obama et qui visait à empêcher en fait l'Iran d'obtenir la bombe atomique en échange de la levée des sanctions économiques internationales, et à condition de laisser l'agence de l'énergie atomique inspecter les sites nucléaires. Depuis que Donald Trump était arrivé à la Maison-Blanche, il avait dénoncé cet accord. Vous vous souviendrez qu'il avait dénoncé notamment les valises de cash qui auraient transité des États-Unis vers l'Iran. Et 2019 a été une année qui a vu les tensions s'accroître avec l'Iran, puisque Donald Trump a décidé de classer en avril 2019 les gardiens de la Révolution dans la liste des organisations terroristes.
c'était la première fois que les États-Unis qualifiaient formellement l'armée d'un autre pays de groupe terroriste. Et les États-Unis ont ensuite commencé à dépecer l'accord l'accord JCPOA en supprimant progressivement les dérogations pour commercer avec l'Iran. On a eu un accroissement des tensions dans le détroit d'Ormuz, qui, vous le savez, est un passage stratégique du pétrole mondial. Vous ne le savez peut-être pas, mais maintenant vous le savez. Il y a eu également des bases pétrolières saoudiennes qui ont été attaquées par des drones. Et les États-Unis ont impliqué Téhéran, ce que Téhéran a réfuté. Puis, fin 2019, les choses se sont accélérées puisque le 27 décembre, il y a eu une attaque contre une base militaire irakienne au cours de laquelle un sous-traitant américain est tué et plusieurs militaires américains et irakiens sont blessés. Donc le tir de roquette n'est pas revendiqué, mais Washington l'a attribué à une milice chiite pro-iranienne, le Hezbollah irakien, avec lesquels, vous savez, l'Iran a de très nombreux liens. En rétorsion, les États-Unis ont bombardé 5 bases du Hezbollah irakien dans l'ouest du pays, et cette opération a fait près de 25 morts. La tension s'est encore accrue avec l'attaque par des milliers de manifestants le 31 décembre de l'ambassade américaine à Bagdad. Et c'est vraiment cela qui a en fait mis le feu aux poudres. Mis le feu aux poudres, oui, c'est-à-dire a conduit Donald Trump en rétorsion à ordonner l'assassinat du général Soleimani. Il faut dire que les images de l'attaque de l'ambassade à Washington ont quand même été assez désastreuses par leur effet aux États-Unis. Et vous le savez, Donald Trump a aussi un contexte national un peu particulier puisqu'il est en pleine campagne pour sa réélection et par ailleurs que cet impeachment est toujours en cours. Alors ce qui est sûr, c'est que la situation entre l'Iran et les États-Unis n'est pas prête de se calmer, même si Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, a invité aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères iranien à venir à Bruxelles pour tenter de désescalader la situation. Mais en tout cas, il est vrai que c'est un vrai affront pour l'Iran que l'assassinat de ce général et on peut s'attendre à ce que les choses continuent à escalader dans les semaines qui viennent. Alors peut-être qu'on n'en est pas encore à la Troisième Guerre mondiale, comme les différents hashtags qui évoluent sur Twitter pourraient le laisser penser. Mais en tout cas, c'est quand même tout à fait sérieux, puisque notamment le département d'État a recommandé à tous les ressortissants américains, et pas simplement les gens qui travaillent pour le gouvernement américain ou dans les ambassades, de quitter l'Irak. Et des mesures de précaution ont également été transmises aux différents ressortissants américains dans la région. Voilà, et juste pour donner un peu un ordre d'idée de notre ami des changements de notre very stable genius Donald Trump, il y a 72 heures, c'était donc la frappe pour tuer le général iranien. 24 heures après, c'était une lettre envoyée via l'ambassade de Suisse à Téhéran pour appeler à la désescalade entre les deux pays. Et puis, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, il menace l'Iran de frappes très rapides, de raids très rapides et très durs, notamment sur des sites importants. Donc, il y a une liste de 52 sites. Je ne sais pas si la liste est publiée ou pas, mais en tout cas, il parle de 52 sites dans ses tweets. C'est un numéro qui n'est pas choisi par hasard. Ça représente les 52 Américains qui ont été retenus otages par l'Iran il y a très longtemps, il y a pas mal plusieurs décennies maintenant. Et il parle de sites notamment qui représentent la culture iranienne. Donc je me permets juste d'apporter un commentaire de
Ryan Goodman sur Twitter qui rappelle que s'attaquer à des sites culturels dans le cadre d'une guerre et donc des sites qui n'ont pas d'importance stratégique ou militaire. Ryan Goodman est un ancien conseiller du département de la défense des États-Unis. Il travaille beaucoup sur les questions de sécurité et il rappelle donc que s'attaquer à des sites culturels est un crime de guerre. Alors maintenant, on va passer à la rubrique vie de couple. Donc on teste une nouveauté pour cette rubrique vie de couple en ce mois de janvier. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais plutôt que de séparer en deux rubriques, on essaye de vous parler de ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines et puis de choses qu'on met un peu en lumière sur la vie de couple, des choses drôles, des choses pas drôles, mais voilà, c'est plutôt des petites anecdotes plutôt que de partir sur un truc bien particulier, quelque chose de bien particulier. Et voilà, donc dans ce débrief de ces 2 dernières semaines, pour nous, vous le savez, c'était nos vacances, même si ça a été aussi du travail jusqu'à la dernière minute, puisqu'on a quitté Bruxelles pour descendre voir nos familles, littéralement à la sortie du boulot de Guillaume. Alors d'abord, descendre en France, finalement, ça nous fait réaliser que la France, c'est loin, puisqu'on a eu quand même un trajet de 7 heures, un peu plus de 7 heures de route. Et comme on était parti en fin de journée, on a décidé de faire une petite halte à Dijon, pour éviter d'arriver trop tard et d'être trop fatigué. Alors c'est vrai que finalement, cette année, on avait fait le choix de partir en voiture. On en avait déjà parlé dans le dernier podcast. Il se trouve qu'au vu des grèves et de la situation très compliquée dans les transports en commun, c'était sans doute un bon choix. Voilà, donc on a la chance d'être tous les deux des conducteurs. Et ça facilite quand même bien la vie. Et on a surtout la chance de comprendre aussi et d'apprécier que l'un l'autre, on se relaie pour limiter la fatigue, rouler prudemment. Et on était quand même content aussi de trouver des bonnes autoroutes sans trous pour la majorité de notre trajet. Je ne sais pas si vous avez vu passer. J'essaierai de la retrouver et de la mettre sur le compte Twitter de Tranche de Couple, cette vidéo où on a un mec, un Belge qui filme, qui imite ses vacances, son départ en vacances en voiture de la Belgique vers la France. Et donc au début, il est sur la route, puis d'un coup, il fait ça s'arrête, puis il fait bienvenue en France. Et c'est vrai que les autoroutes belges sont. Après, il doit sortir la carte bleue. Mais... C'est tout un débat. Je ne sais pas si on a déjà parlé des autoroutes belges. On en a parlé. Bon, enfin, vous avez donc peut-être, si vous avez écouté nos épisodes précédents, que c'est tout un débat, les autoroutes belges et les autoroutes en France, la différence entre payant et pas payant. Mais en tout cas, si on veut voir la différence entre les autoroutes payantes et les autoroutes pas payantes portées à son paroxysme, eh ben, vous roulez entre Paris et Valenciennes, et puis vous roulez entre Valenciennes et Bruxelles. Et on fait le bilan. Et vos amortisseurs vous remercieront pas. Voilà, alors du coup, on a profité de ces vacances pour aller voir quelques amis, passer un peu de bon temps avec nos familles. Et ça a été l'occasion pour nous, pour la première fois, d'utiliser les furoshiki. Vous vous souvenez, les furoshiki, c'est... gros succès, les furoshiki. Attends, tu spoiles pas tout là. C'est ces carrés de tissu qu'utilisent les Japonais en réalité au départ pour emballer leurs cadeaux. Et alors je pense que eux, ils emballent le cadeau et puis ils offrent le furoshiki avec. Nous, on avait quand même essayé de prévenir un peu les gens que on offrait les furoshiki, mais on n'en avait pas assez globalement pour l'ensemble des cadeaux qu'on avait à offrir. En tout cas, si on leur laissait le furoshiki. Donc, on avait bien précisé qu'on faisait du recyclage, c'était bien l'idée, et donc on les gardait à la fin. Mais globalement, on a réussi à emballer tous nos cadeaux avec des furoshiki, ce qui était quand même pas gagné. Absolument. Et j'avais aussi pris des petites pinces à linge de couleur. Les cadeaux à caractéristiques alimentaires, je précise juste. On offre souvent des biscuits ou des choses de Belgique, et donc ça, c'est déjà emballé dans un emballage en carton. Ouais, on va pas refaire du double emballage non plus. Hein. Non. Et donc, je disais, on a réussi à tout emballer. Donc, on en avait des furoshiki de différentes tailles, ce qui est quand même assez pratique. Je dois quand même dire, on a un peu galéré pour trouver les tissus, parce qu'on s'y est pris un peu tardivement, puis qu'on n'avait pas forcément des tissus à recycler, tout ça. C'est toi qui as galéré ?
Non, c'est plutôt toi qui gagnerais, Guillaume. Voilà. Non, franchement, faut surtout dire qu'effectivement, comme tu dis, on s'y est pris un peu tard et que c'était un peu compliqué de trouver tout ce qu'on voulait dans un laps de temps assez court, mais finalement, c'était pas si mal. On fera encore mieux l'année prochaine. Et tu disais ça a bien fonctionné. Bon, ça a bien fonctionné d'une part parce que voilà, on était en mesure d'emballer tous nos cadeaux, mais ça a aussi bien fonctionné parce que les gens en fait étaient plutôt les gens à qui on a offert des cadeaux étaient plutôt amusés de voir et ils se sont plutôt pris au jeu. Et c'est marrant parce que même les enfants en fait étaient vraiment contents de pouvoir déballer en fait ces cadeaux d'une autre manière, c'est-à-dire pas en déchirant le papier, mais en défaisant les nœuds. Et puis papier ou pas papier, ils sont contents pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça permet quand même de cacher un peu le... oui, c'est ça, mais c'est l'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que déballer du tissu ou déballer du papier, pour eux, la joie de trouver ce qu'il y a dedans est la même. Alors, pendant ces vacances, on a aussi pas mal joué. Oui. Et vous savez, c'est un peu notre passion. Hein. C'est comme Omar Sharif avec les courses. Bah, nous, on a fait un nombre de quirkles, mes enfants. Voilà, ouf. Donc le quirkle, c'est quand même le jeu de l'année ou le jeu des 6 mois, puisqu'on l'a découvert en juin, je crois. Et c'est vraiment, en tout cas, un jeu qui marche extrêmement bien avec les grands et les petits. Alors parfois, il faut baisser un peu fermer le rideau ou baisser le store pour pouvoir bien distinguer si c'est du orange ou du rouge. Mais de fait, c'est un jeu avec lequel on arrive à jouer avec des enfants à partir de 5 ans et jusqu'à... quel âge ils ont tes grands-parents, Guillaume ? Eh ben, 85, 90, 90. Et 90, hein. Ouais, donc voilà, vous voyez, c'est quand même un jeu vraiment très sympa, qui est très modulable. On peut... en fonction du nombre de personnes, on arrive vraiment à jouer. Et je recommande quand même une petite appli pour compter les points qui s'appelle Quirkle Score Keeper et qui est vraiment, vraiment super. Vous l'avez sur votre téléphone ou sur votre iPad ou tablette et ça fait vraiment le job. Et donc, on s'est offert des jeux, ou on nous a offert des jeux aussi pendant ces vacances. J'ai offert à Guillaume le jeu Citadel, qu'on ne connaissait pas, mais qui est un des grands classiques quand même, des jeux de société. Et on vous en dira plus quand on aura appris à y jouer. Ça, on a fait beaucoup de choses pendant les vacances, mais ça, on n'a pas encore fait. On s'est fait offrir aussi un jeu qui s'appelle Saboteur, et qui fonctionne très bien. Ce jeu. On a joué pendant le réveillon, et c'était vraiment très sympa. L'idée, c'est qu'il y a 2 camps, les chercheurs d'or et des saboteurs. On ne sait pas qui est lequel. Et les chercheurs d'or doivent bien sûr arriver à l'or, tandis que les saboteurs sabotent les galeries qui sont en train d'être creusées pour parvenir aux pépites d'or. Enfin, quand on dit qu'il y a 2 camps, il y a littéralement 2 camps. C'est-à-dire qu'il y a Max et moi qui jouons l'un contre l'autre, et puis les autres qui nous regardent nous disputer en faisant leur petite partie de leur côté. Ça nous a déjà joué des tours. Je me souviens d'une partie de Splendor mémorable ici avec ma maman qui n'avait jamais joué. On a passé toute la partie tous les deux. On est un peu compétitifs tous les deux, et du coup, on a passé toute la partie à se mettre des bâtons dans les roues et sans vraiment faire gaffe à ma maman en se disant non, mais ça va aller, c'est la première fois, on est tranquille. Et elle nous a mis une branlée, mais je vous raconte pas l'angoisse parce que voilà, elle a fait son truc dans son jeu, dans son coin, sans être emmerdée, et du coup, elle a gagné. Et cette soirée de réveillon, faut dire qu'on était un peu fatigué. On est toujours un peu fatigué d'ailleurs. Parce que voilà, des allers-retours, les vacances, pas mal de choses à gérer, le boulot, des horaires un peu compliqués pour moi et pas mal de boulot en tout cas pour Max. Donc voilà, c'était tout un peu compliqué et on a failli quand même saboter littéralement la soirée du Nouvel An en s'engueulant sur la partie de saboteur, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, voilà, on passe à côté de ça. Parce qu'il faut être un peu poker face dans ce jeu. Hein. Et oui. ce n'est pas donné à tout le monde. Que Max je ne sais précisément comment faire pour démonter toute poker face de ma part. Il y a peu de gens face à qui je me sens faible, mais il faut reconnaître que Max connaît très bien mes faiblesses au bout de non, bientôt 10 ans. Non, c'est pas faible, c'est juste qu'on se connaît très bien. Et donc, tu connais mes faiblesses. Ouais. Bon. Enfin, donc peut-être qu'il faut qu'on fasse plutôt des jeux coopératifs que des jeux. Non, il faut surtout qu'on apprenne à jouer sans être toujours trop compétitif. C'est bien d'avoir un peu de compétition, mais pas trop.
Voilà. Le dernier élément peut-être que je voulais mentionner, parce que c'est la France, parce qu'on est français et parce que c'est aussi les fêtes de fin d'année, c'est qu'on a bien Cocorico. mangé et bien bu pendant ces vacances. Trop. Euh, 2 kilos, mes enfants. Guillaume a pris 2 kilos. 2. Moi, je me suis pas pesé, comme ça je risque pas de savoir. Mmh. Mais Facile. entre les petits gâteaux, les... La fondue, la raclette, les le fromages. chapon, le deuxième chapon, les fromages. On a bien mangé, on a bien profité. Non, mais un jour, on a va bien retourner à la fêté. salle de sport. J'ai reçu un mail de la salle de sport, d'ailleurs, qui me disait « Mais on ne vous voit plus, revenez !» Effectivement, ça fait depuis fin novembre qu'on n'y a pas foutu les pieds. Max, Alors- on paye un abonnement pour rien. Alors, ce qui est bien, c'est que tu payes un abonnement et que tu as le droit de m'inviter. Donc, finalement, moi, j'ai moins de scrupules. Et On fout, ça part du compte commun. donc, Bombance, ça fait le lien peut-être avec la rubrique suivante. Être français en Belgique. Mais oui. Rubrique suivante. Donc, on va vous parler on entend beaucoup parler du Dry January, qui paraît être une grande nouveauté, en tout cas qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. On va vous parler d'une initiative de l'équivalent belge, mais qui existe depuis des années, qui s'appelle la Tournée Minérale. La Tournée Minérale en Belgique, c'est un mois sans alcool, souvent le mois de février, parce que c'est le mois le plus court, pas fou les Belges, de l'année. Et c'est un mois pendant lequel il y a pas mal d'incitations pour boire moins, ou l'idée en fait de la Tournée Minérale, pas de boire du tout d'alcool, mais de boire d'autres choses, ou de sortir différemment, ou de s'amuser différemment. Ça nous permet de mettre en avant l'importance aussi de boire avec modération dans tous les cas. Et puis, parce que nous, à nos âges, on tient de toute façon plus grand-chose. 2-3 verres et on est fini et on se réveille avec un mal de tête pendant 3 jours le lendemain. Hein, Max ? Ça va aujourd'hui ? Exactement. C'était sympa hier soir, c'était très sympa. Bref, donc cette tournée minérale, elle est sponsorisée par, notamment en Belgique, la Fondation contre le cancer. Elle est sponsorisée par des institutions nationales. Et donc l'idée, c'est que vous vous inscrivez. Et puis, En fait, tu t'inscris sur un site. Tu t'inscris sur un site. Tu Tournéminérale.be. participes tout seul ou en équipe. Tu mets tes coordonnées. Et puis derrière, tu peux relever des challenges et puis tu peux mettre ça en avant. L'idée, en fait, n'étant pas uniquement de ne pas avoir d'alcool, mais effectivement derrière de faire un peu de publicité pour la recherche contre le cancer. En Belgique, il y a pas mal d'initiatives comme ça. On a avec des initiatives un peu festives pour derrière soutenir des organisations caritatives. L'autre étant comment ça Télévis. s'appelle ? Le Télévis. Voilà. Qui dure plusieurs, qui est quelque chose qui dure, un événement qui dure plusieurs semaines, sponsorisé par les grandes radios, notamment BRTL en Belgique, et puis où ils récoltent des fonds pour le Télévis, qui est plus ou moins l'équivalent du Téléthon, mais plus largement en fait. C'est vraiment pour donner de l'argent à pas mal d'associations sélectionnées qui travaillent sur des maladies pour essayer de la recherche, faire avancer la recherche et compagnie. Alors, on peut peut-être faire un petit peu de pub sur les avantages de cette tournée minérale. L'idée, c'est que ça vous donne plus d'énergie, parce que oui, l'alcool, ça pompe l'énergie et ça cause de la fatigue. Ah bah et voilà, ça y est, votre j'ai corps compris. doit Tout fournir s'explique. beaucoup d'efforts pour l'assimiler. Donc, du God. coup, ton foie peut se reposer et tu te sentiras un peu mieux. Un sommeil de qualité. Parce qu'effectivement, si l'alcool peut favoriser un endormissement rapide, le sommeil, quant à lui, sera léger et de piètre qualité. Ah bah voilà, tout s'explique. Je me sentais pas très bien aujourd'hui. Ne pas boire d'alcool pendant un mois peut aider à retrouver un sommeil plus profond et plus réparateur. Une économie d'argent, bien sûr, parce que le vin, le cava, le gin, bon, pas trop la bière, mais c'est quand même cher. Alors la statistique, c'est qu'en 2014, un Belge boit en moyenne pour 462 € de boissons alcoolisées. Bon, il faut quand même dire que les Belges, ils ont le coude qui lève bien. Il lève bien le coude. Je suis pas sûr qu'il lève beaucoup plus le coude que les Français, mais en tout cas, c'est une tradition dans le pays, oui. Alors, autre argument, poids santé, puisque l'alcool peut aussi avoir un impact sur votre balance. L'alcool en tant que tel n'a pas de valeur nutritive, mais c'est bien la manière dont votre corps l'assimile qui influence votre poids. Une plus belle peau, puisque l'alcool assèche la peau. Ça peut sembler étrange, mais en fait, c'est vrai. En s'asséchant, la peau devient terne et les rides se marquent davantage. Du coup, si tu bois plus d'eau, tu redonnes de l'éclat à ta peau. Plus de gueule de bois,
bon, ça, c'est facile. Et c'est vrai que parfois, surtout quand on vieillit, on le sent davantage. Voilà quelques-uns des avantages de cette tournée minérale. Alors peut-être que vous aussi, cette année, vous y penserez. Dry January, tournée minérale. On est avec vous et pensez à faire de la pub pour les organisations derrière. Et puis à donner régulièrement aussi, si vous le pouvez, en fonction de vos moyens, pour soutenir la recherche contre le cancer, pour soutenir des associations, des causes qui vous tiennent à cœur. C'est ce qui compte, se sentir utile à la société de diverses manières. Alors dans la rubrique IMO, vous le savez, on va bientôt signer l'achat de notre maison, on va bientôt être propriétaire et rentrer dans les murs, et on va faire quelques petits travaux. Et alors, comme tous ceux qui sont passés par là le savent, il faut en passer par l'achat des matériaux. Et là, c'est quand même pas forcément simple. Eh ben non, aller acheter des meubles ensemble, aller acheter des carreaux ensemble, c'est encore deux histoires bien différentes. Alors acheter des meubles, on commençait à avoir une certaine expérience, notamment chez Ikea, mais là on essaye d'aller voir aussi un peu ailleurs. Et puis, mais ça met un peu en exergue la difficulté de choisir à deux, de choisir quelque chose à deux. Quand on est tout seul, on sait exactement où on veut aller ou pas, mais non, parfois on ne trouve pas ce qu'on veut, mais... Oui. Mais c'est vrai que partager les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est pas toujours simple. C'est pas simple. Tout est histoire de compromis. Je crois qu'on en a beaucoup parlé dans les premiers épisodes de ce podcast. Tout est épisode de compromis. Tout est question de compromis. On y revient. Excusez-moi, je vais trop vite. Et alors du coup, voilà. Par exemple, le choix des carreaux. Alors finalement, on s'est dit tous les deux que des carreaux de ciment, ça pourrait être chouette pour la douche. Pour entourer la douche. Ça coûte cher. Mais bon, ça coûte cher. Et puis, il faut arriver à trouver le carreau de ciment qui correspond à nos deux goûts. Et là, c'est pas forcément simple. Alors, c'est vrai aussi que ceux qui ont fait des travaux en Belgique, alors bon, peut-être que on le voit plus quand on est français, mais c'est pas forcément évident de trouver ici en Belgique des fournisseurs. Enfin, on va dire que le nombre de fournisseurs est plus limité. Disons comme on n'a pas beaucoup cherché ça depuis qu'on est arrivé en Belgique, là on se retrouve un peu perdu parce qu'on ne savait pas qui fait quoi. En France, on avait nos références, on avait soit fait des travaux, soit entendu parler de telle personne qui a fait des travaux. Donc là, on se retrouve un peu sur un terrain vierge et donc il faut qu'on aille un peu à la pêche aux informations. Et puis la différence aussi, c'est qu'en France... il y a des grands magasins qui rassemblent tout dans un même magasin, alors qu'ici c'est beaucoup des magasins qui font chacun une partie des choses. Il y en a qui la cuisine, qui la salle de bain, qui les carreaux, qui les peintures. Il y a peu de gros magasins qui rassemblent tout. Il n'y a pas de l'équivalent de Leroy Merlin ou de Castorama. Et voilà, donc ça nous occupe bien. On va quand même peut-être aller faire un tour de l'autre côté de la frontière, comme un certain nombre de Français qu'on connaît d'ailleurs, qui ont fait des travaux. Et de Belges qui régulièrement vont de l'autre côté de la frontière pour aussi faire leurs courses de tous les jours. Ouais, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc ça va arriver très vite, puisqu'on signe l'achat de la maison mi-janvier. Et ensuite, on espère que... Je ne veux pas nous mettre la pression, mais le prochain podcast, on sera propriétaire. Bim! Ouh aïe. Voilà, écoutez, on vous dira ce que ça fait. Peut-être qu'on enregistrera en direct live depuis la cuisine de notre nouvelle maison. C'est pas impossible. Et pourquoi la cuisine ? Parce que ça ne sera pas meublé encore et que c'est le seul meuble qui existe où on peut... sur lequel on pourra se poser. Voilà. Côté notaire, on est en train de finaliser l'acte d'achat, donc la relecture, les questions, tiens, si ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a telle clause et tout ça. Voilà, on découvre beaucoup de choses quand on devient propriétaire et c'est intéressant, mais il faut être toujours très attentif. Et puis voilà, on est toujours aussi dans la finalisation de nos assurances. Il va falloir faire pas mal de démarches pour changer nos adresses. On change de banque aussi puisqu'on a un crédit. Voilà, c'est work in progress, progress. De choses, mais en tout cas, il faut être bien organisé pour être sûr de ne rien oublier. Et le Brexit, on en est où ?
On vous a dit dans le dernier épisode que ça avait bien avancé avec les derniers votes au Parlement britannique, mais on est loin d'être au bout du chemin, puisque le 31 janvier, donc d'ici maintenant 26 jours, le Royaume-Uni entamera officiellement la procédure pour quitter l'Union européenne. Non, la procédure, elle est quittera réalité. l'Union européenne, mais à partir du 31 janvier commencent les négociations sur le futur statut, tu m'arrêtes Max si je me plante, le futur statut du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Et ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge, notamment parce que Boris Johnson essaye a promis, parce que c'était une de ses promesses électorales, que ce serait fait avant le 31 septembre 2020. Non, 31 décembre 2020. En fait, l'histoire, vous en souvenez, c'est que on avait une période de transition qui avait été actée, qui devait durer 3 ans. En gros, entre fin mars 2018, mars 2019, non, 18, je sais plus. De quoi ? Bon, on avait une période de transition qui devait durer 2 ans et demi. Jusqu'à fin mars 2019, la première échéance du Brexit, c'était fin mars 2019. Le 31 mars, il devait quitter. Non, c'était avant, parce que normalement, on aurait dû trouver le texte avant. Bon, donc on aurait dû avoir une période de transition qui devait durer 2 ans et demi jusqu'à fin décembre 2020. Et en réalité, comme le Brexit a mis, en tout cas l'accord a mis beaucoup plus de temps à être conclu, puis à être voté par le Parlement, on se retrouve avec globalement 11 mois, entre le 31 janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour négocier l'accord sur la relation future. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette date du 31 décembre 2020 ? Parce qu'en fait, on l'oublie un peu, mais en réalité, le 31 décembre 2020, c'est la fin du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, pour lequel le Royaume-Uni, en fait, s'est engagé à payer jusqu'au bout. À partir du 1er janvier 2021, on rentre dans un nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. En gros, le budget de l'Union européenne est étalé sur un certain nombre d'années, et le Royaume-Uni devait payer jusqu'à la fin de la période qui était en cours, puisqu'il avait voté le budget, il s'était engagé à payer les dépenses de l'Union européenne. Donc en réalité, Boris Johnson ne veut surtout pas avoir une situation où il serait obligé, en étendant la période de transition, ce qui est possible pour 2 années supplémentaires maximum, de devoir à nouveau payer au budget de l'Union européenne pour 2 années supplémentaires. Parce que ce serait extrêmement difficile à justifier auprès de son électorat. Sachant que, il l'a dit, il souhaiterait affecter les sommes qui étaient financées au profit du budget de l'Union européenne, au budget de la santé, au budget d'un certain nombre de choses. Donc, la réalité, c'est il faut maintenant se mettre d'accord en 11 mois sur les termes de la relation future. Donc c'est quelque chose qui est absolument impossible. Michel Barnier l'a dit, ils vont faire tout leur possible, mais en réalité, ça va être probablement, on va arriver à des termes limités, un accord limité. Mais comme les Européens aussi voudraient négocier en un tout, un package, pour éviter que le Royaume-Uni choisisse ce qui l'intéresse, ça va aussi pas forcément être simple. Et le coup près, bien sûr, c'est les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appliqueront pour commercer avec le Royaume-Uni, ou entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, à partir du 1er janvier 2021. Donc on a un calendrier qui est déjà plutôt fixé, puisque dès mi-janvier, effectivement, le Parlement européen va pour la première fois valider en fait l'accord sur le Brexit, ce qui va permettre la sortie à 11h, à heure de Londres, le 31 janvier de l'Union européenne. Le 25 février, les ministres des Affaires européennes doivent se réunir pour approuver le mandat de négociation de Michel Barnier pour la relation future. Ça veut dire qu'en gros, les discussions pourront commencer à partir de début mars. Ce qui fait déjà qu'on a bouffé un mois, vous l'aurez noté. En juin, il y a un sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
qui doit permettre de décider si la relation future peut être finalisée ou pas, puisque c'est à ce moment-là que le Royaume-Uni doit décider s'il demande une extension ou pas. Après juin, c'est trop tard. Et en novembre, le Parlement européen a décidé que fin novembre, c'était le dernier moment pour signer l'accord l'accord sur la relation future, si la période de transition se termine fin 2020. Voilà, donc ça va être compliqué, ça va être un défi, et surtout, il va falloir d'une part que les Européens se mettent d'accord, mais bon, on peut compter sur Michel Barnier qui a été qui a mené à bien la période de sortie, qui était quand même un gros défi. Et puis, il va falloir aussi que le Royaume-Uni, d'une part, ait une position, et d'autre part, se montre prêt à négocier et ne cherche pas à tirer le meilleur avantage sans donner les concessions qui vont avec. Alors, dans tout ça, on peut quand même penser que Boris Johnson, avec la majorité très large qu'il a eue, ne dépendra pas du parti, c'était quoi déjà, d'Irlande du Nord, qui était extrêmement compliqué les gérer, les DUP. Oui. Et donc, il aura une marge de manœuvre peut-être pour négocier de manière un peu plus facile. Voilà pour cette rubrique. Et voilà pour la rubrique Brexit. Rubrique suivante, rubrique culture. Alors aujourd'hui, ce serait une rubrique très inspirée, puisque nous enregistrons donc le podcast le 5 janvier. Demain, c'est l'Épiphanie. Et alors, je voulais revenir rapidement sur l'histoire de la galette des rois, une bref historique de la galette des rois. Donc, la galette des rois, elle est liée à l'Épiphanie, qui, dans la tradition chrétienne, correspond à l'arrivée auprès de Marie, Joseph et Jésus des rois mages venus de très loin, qui lui offrent de la myrrhe, de l'encens et de l'ébène. Mais la galette des rois, en fait, n'est pas vraiment, n'a rien. La tradition de la galette n'a rien à voir. De la myrrhe, de l'encens et de l'or. De l'or, pardon. De la myrrhe, de l'encens et de l'or. Mais donc la tradition de la galette n'a rien à voir avec l'Épiphanie, si ce n'est qu'elle se partage ce jour-là. Ça faisait partie d'une célébration païenne autour du solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver, c'est le 20 ou 21 décembre, normalement. Et puis, à l'époque, le principe était de partager une galette de pain pour célébrer la fin de ce solstice. C'est une coutume qui est donc assez ancienne. Certains la font même remonter encore plus loin à l'époque romaine, où le jour des Saturnales qui tombait dans cette période-là de l'année, on élisait un roi temporaire qui donnait des gages, qui distribuait de l'argent ou des petits cadeaux aux gens de son entourage. Donc la coutume de la galette elle-même, on ne sait pas trop comment elle est arrivée en France, on ne sait pas trop d'où vient la galette, la frangipane. De toute façon, il y a plusieurs écoles, c'est un peu comme le pain au chocolat et la chocolatine. Il y a la galette frangipane, la galette pomme, la galette chocolat, on en trouve de toutes sortes. Dans le sud de la France, c'est même plutôt la brioche avec des fruits confits dessus. On ne sait pas trop d'où ça vient, en tout cas on est ravis de la partager. C'est bon la brioche. Oui, c'est bon. Mais je préfère la galette à la frangipane. Vous voyez comment on s'entend bien, notre couple. C'est formidable. On se met même pas d'accord sur la galette des rois, quoi. Non, mais en fait, on est content de manger du coup une galette et une brioche. Bon, sauf qu'on ne trouve pas de brioche en Belgique. Mais bon, pas grave. Donc on ne sait pas trop d'où vient cette histoire de la galette. Par contre, on sait que les fèves dans la galette sont apparus assez tardivement, et c'est à la fin du 19e siècle qu'apparaissent les fèves en porcelaine. D'abord porcelaine de Saxe, puis celle de Limoges, en forme d'abord de poupées, de baigneurs, de bébés emmaillotés. Elles sont aujourd'hui développées, on en trouve de toutes les formes, toutes les tailles, ça dépend des années. Cette année, il y a une boulangerie à côté de notre boulangerie fait ça autour des schtroumpfs, typiquement belges. De certaines années en France, on en a autour des bandes dessinées, on en a autour des personnages historiques. J'avais toute une collection, je crois qu'on en a toujours d'ailleurs,
chez mes parents un grand bol rempli de fèves. Voilà, tout ça pour dire qu'on est ravis de partager cette galette dont on ne sait pas trop d'où elle vient, mais que c'est une chouette tradition. Tous ensemble, c'est aussi un moment pour, après Noël, c'est le dernier moment pour se mettre officiel, disons, où on peut se ressembler un peu pour se mettre avant de se mettre à la diète. Donc demain, tout le monde se met à la diète. Voilà. Allez, j'enchaîne sur ma rubrique tech. Je voulais, en ce début d'année, vous parler des 15 technologies clés qui auront un impact en 2020, d'après Gartner, qui est une entreprise assez connue dans le domaine des tech. Le premier, bien sûr, c'est la 5G. Et vous savez que 2020 devrait voir un développement assez conséquent de la 5G. On est sur quelque chose qui va être vraiment une vraie révolution, puisque c'est ce réseau-là qui va permettre de connecter tous les objets et en réduisant drastiquement le degré de latence, le temps de latence qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux 4G, et on pourra aller jusqu'à 10 gigabits par seconde de data. Donc vous voyez, ça peut vraiment faire une révolution, et ça sera notamment très important pour la deuxième tendance tech, c'est la conduite autonome. Puisqu'effectivement, on a de plus en plus de véhicules qui sont capables de conduire de manière autonome ou semi-autonome. Et donc 2020, ça devrait aussi être l'apogée, ou en tout cas la continuation de cette technologie. Elon Musk, le PDG de Tesla, lui a vraiment en tête d'avoir des robotaxis sur la route. Donc l'idée, c'est bien que même vous, qui êtes propriétaire d'une Tesla, vous puissiez la mettre en mode taxi quand vous ne l'utilisez pas, et qu'elle conduise tout seul les clients qui iront la récupérer et conduisent à l'adresse que vous aurez demandé. Donc là, on est vraiment sur une certaine révolution. Bien sûr, il faudra que la régulation publique suive. Donc c'est aujourd'hui possible d'utiliser des voitures autonomes de niveau 4 dans certains États. C'est quoi des voitures autonomes de niveau 4 ? Niveau 4, c'est quand elle est capable de conduire de manière complètement autonome. Tu n'es pas obligé d'être attentif. Aujourd'hui, on a des voitures de niveau 2 ou 3. C'est-à-dire que tu as des modes qui sont c'est semi-autonome, quoi. Elle est capable de faire un certain nombre de choses, mais tu dois quand même être très attentif et tout ça. Alors que 4, c'est quand la voiture est capable d'évoluer toute seule. D'accord. Voilà. Donc en gros, quand tu es dans ta voiture et que tu mets ton c'est le niveau où tu as le droit de mettre un film, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Non, je précise que quel que soit le niveau de la voiture, il est strictement interdit de faire autre chose que de piloter sa voiture. Même si elle est autonome, ça ne veut pas dire qu'elle se conduit toute seule, c'est ça ? Ah bah si, l'objectif c'est qu'elle se conduise toute seule. Mais il faut que le conducteur garde toute vigilance. Voilà, donc on y reviendra si vous voulez dans un épisode suivant. La troisième technologie clé, c'est justement le fait que les capacités d'ordinateur, de puissance de calcul vont être vraiment encore accrues, et que, y compris de manière distribuée, ça pourra être utilisé par les objets connectés. Et donc, c'est quelque chose qui devrait aussi avoir un impact sur le business. La technologie devrait se démocratiser également, donc dans les applications, le développement des applications, le design, la connaissance et l'analyse et les données. Donc ça, c'est des choses qui devraient aussi impacter grandement les business en 2020. L'augmentation humaine, la capacité d'augmenter les capacités physiques et cognitives d'une personne vont aussi connaître des développements en 2020, d'après Gartner. Le cloud distribué, c'est-à-dire que ce n'est pas un cloud qui sera dans un seul data center, mais qui pourra vraiment être distribué dans différents data centers. Ça devrait aussi être une technologie qui devrait progresser en 2020. On attend
par exemple que d'ici la fin de l'année 2020, 75% des données générées par les entreprises soient en gros pilotées par des data centers décentralisés. 2020, c'est aussi l'avènement de certaines technologies dans les domaines de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle extended reality, et les ordinateurs à technologie quantique, quantum computer. Donc c'est l'acronyme DARC, vous l'entendrez peut-être. Les business devraient aussi utiliser davantage les personal profiling, ça veut dire qu'ils vont essayer de targeter encore plus, de vous cibler davantage sur ce que vous faites en tant que consommateur. 9e technologie, les produits de l'intelligence artificielle, l'automation, les politiques qui sont liées à la gestion des données, comme le PADR, GDPR en Europe, qui devrait se développer dans le reste du monde. Règlement de protection des données personnelles. Exactement. Ce qu'on appelle les capacités médicales augmentées, donc en gros on pourra vous réparer davantage avec notamment la technologie d'impression en 3D qui va permettre qui va avoir un fort impact sur la capacité à réparer des choses. Certaines de certains de nos organes. De vos organes, exactement. Et la dernière technologie, c'est les monnaies digitales. Vous vous souvenez, on avait parlé de Libra, le projet de cryptocurrency, de monnaie crypto de Facebook. Mais on s'attend, ou en tout cas Gartner s'attend à ce qu'en 2020, certaines de nouvelles initiatives, peut-être liées à Google Pay, Amazon Pay ou Apple Pay, grandissent encore. Voilà, c'était les technologies qui pourraient avoir un impact en 2020 sur notre monde et notamment sur les applications commerciales. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre régulièrement ou de nous avoir rejoints si c'est le cas. Merci également de nous faire remonter vos commentaires. Vous pouvez toujours nous faire des propositions, nous envoyer des questions si vous le souhaitez, nous envoyer des beuglantes, des mots d'amour. Tout est toujours le bienvenu via notre compte Twitter, @tranche2, le chiffre de couple, tout au singulier sur Twitter, et donc tranche2 couple, encore une fois avec le chiffre 2 et au singulier, @gmail.com pour notre adresse mail. Si vous avez... n'hésitez pas, on est content de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes que j'ai mentionnées au début de l'épisode, à savoir Spotify, iTunes, YouTube, Podbean. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et vous pouvez aussi nous mettre un encouragement ou une petite étoile ou plusieurs étoiles sur iTunes qui nous permettra de nous faire connaître. Bonne continuation à tous et à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches de couple vitaminé.